pour ce club, Rachel Binas. Bonjour Rachel. Bonjour. Merci d'être là, journaliste à l'hebdomadaire Marianne et l'essayiste Mathieu Souker. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci également d'être avec nous. On va parler de l'alerte de François Bayrou sur le piège de la dette. Pas d'annonce concrète sur les économies à faire, mais un constat qui sonne comme une mise en garde. Nous ne produisons pas assez, nous ne travaillons pas assez. On va revenir sur ces déclarations. Et puis Steve, on va parler de ce regain de tension entre la France et l'Algérie. Oui, 12 agents de l'ambassade de France, l'expulsion de 12 fonctionnaires français du ministère de l'Intérieur qui ont été expulsés d'Algérie. Et on va voir la réplique de la France. C'est à suivre dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité. Dans nos régions, on va parler des trains de la colère. L'actualité dans nos régions, c'est avec nos partenaires de la presse régionale. On va aller à Tours, on retrouve Luc Bourriade. Bonjour Luc, merci beaucoup d'être avec nous, rédacteur en chef de la Nouvelle République. Luc, il est question de ces trains de la colère à la une de l'édition de l'Indre de la Nouvelle République et vous étiez à bord de ce train. Oui, nous l'étions par procuration. C'est Jeanne Taisson, journaliste de la Nouvelle République, qui est monté dans cette rame. Il y est monté à Châteauroux et dans son reportage, dans ce train, donc baptisé Train de la colère, c'est un ras-le-bol des usagers qui s'expriment. Sur le trajet aller vers Paris, avec l'enthousiasme, je dirais, des révoltés, et puis sur le retour, davantage l'abattement d'éternels déçus. Témoin de ce sentiment, on citera Georgette Laporte qui se bat pour les gares lotoises de Gourdon et de Souillac. Elle explique, je la cite, « Cette ligne est vitale, mais les locomotives tombent toujours en panne. Cela fait 10 ans que l'on nous promet des rames nouvelles. Or, elles n'arriveront pas avant 2027, si elles arrivent un jour. » En fait, dans ce train et dans ce reportage donc à lire dans nos colonnes ce matin, on croise cette France des territoires qui nous est chère, Oriane, cette France des territoires qui est lasse de se sentir maltraitée, voire même mal aimée. Et la tension la plus forte de cette journée, elle n'a pas eu lieu sur les quais de la gare d'Austerlitz, mais au ministère des Transports. Qu'est-ce qui s'est passé, Luc ? Une délégation d'élus donc présents dans ce train, mais également d'élus défendant la même cause, mais pour le compte de la ligne Clermont-Paris, ont été reçus au ministère des Transports. Ça, c'était prévu, mais par contre, il n'était pas tout à fait prévu que ça se passe comme ça s'est passé, c'est-à-dire assez mal. D'abord, ils n'ont pas été reçus par le ministre lui-même, mais par sa directrice adjointe de cabinet, regrette Marc Fleuret, le président du département de l'Indre, mais surtout un communiqué est tombé alors même que les discussions étaient en cours. Alors, ce communiqué, certes, mentionne 1,9 milliard d'euros d'investissement pour le compte de la ligne dite POLT, c'est-à-dire Paris, Orléans, Limoges, Toulouse, et pour celle Clermont-Paris. Mais évidemment, la forme n'est pas passée. Les élus ont d'ailleurs claqué la porte du ministère. Et c'est vrai que dans la forme, avec ce qu'on peut bien appeler une maladresse, et avec ce communiqué qui vient conclure des échanges qui sont en cours, le ministère a renforcé ce sentiment qu'ont les usagers de ces lignes, celui de ne pas être écoutés et d'être au final méprisés. Merci Luc Bourriade, merci beaucoup de nous avoir parlé de ces trains de la colère. C'est la une de la Nouvelle République, le train de la colère et de l'amertume. On voit la une de votre journal. Merci Luc Bourriade, on était ravis de vous avoir dans cette émission. Mathieu, Luc l'a dit, est-ce que ces trains de la colère, ils sont une énième illustration de cette fracture territoriale et de ce sentiment de relégation que ressentent certains Français? Alors, la fracture territoriale, je mettrais un bémol, parce que pour le coup, on dit beaucoup que ces trains du quotidien ont été délaissés au profit des grandes lignes, des lignes à grande vitesse. Les lignes à grande vitesse ont été un levier considérable de développement de nombreux territoires. Et donc, je ne dirais pas cela. En revanche, oui, il a fallu faire des choix dans un certain nombre de politiques budgétaires depuis un certain nombre de décennies, et on n'a pas pu tout financer à hauteur de ce qu'on aurait dû. Et ce qui est sûr, effectivement, c'est que ça alimente le sentiment de relégation territoriale. Encore une fois, on ne peut pas dire que les pouvoirs publics n'aient rien fait en matière de développement territorial. Pour autant, il y a des choses qui régressent, ou en tout cas, il y a un sentiment qui s'est nourri de voir les services publics reculer. Et ça, précisément, on sait même que ça a des traductions électorales tout à fait claires. On va y venir. Il y a un sentiment, quand on entend ces élus, ces usagers de ces trains, Rachel, sentiment de relégation, de ne pas être écoutés. Oui, et puis c'est plus qu'un sentiment. On a des données factuelles. La ligne, par exemple, Paris-Normandie, on le sait, au fil des années, en fait, a gagné du temps de trajet. C'est-à-dire qu'il faut un quart d'heure de plus pour faire une même distance. Donc, c'est vrai que c'est assez incompréhensible. Pourquoi désinvestir des lignes qui sont un facteur de développement à l'heure, en plus, où l'on parle d'écologie à juste titre. Donc, il y a une incompréhension. Certes, développer le TGV, c'est une bonne chose.
chose, mais n'oublions pas ces autres lignes qui sont souvent en fait investies qui sont une compétence régionale très, très souvent, mais ces autres lignes qui sont particulièrement précieuses et alors plus peut-être qu'une fracture territoriale. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forme de fracture économique financière parce que on voit les prix du TGV s'envoler et ces petites lignes qui sont très peu investies, parfois meurent, ferment quand justement simplement elles ne sont pas il n'y a pas une forme de désengagement qui fait qu'elles rendent la distance très, très, très compliquée. Ne noircissons pas totalement le tableau parce que la régionalisation précisément en fait, de ces lignes a conduit à une véritable modernisation du trafic. Et en réalité, une explosion, une augmentation très nette de l'usage de ces lignes. Mais là, quand on entend hier les élus, ils disent mais on a du mal à convaincre les gens de venir s'installer chez nous parce que du coup, c'est mal desservi. On a des chefs d'entreprise qui disent nous, quand on a des rendez-vous à Paris, on est obligé de partir la veille parce que sinon on risque de rater notre rendez-vous. Est-ce qu'il y a quand même des conséquences sur le développement économique de ces régions? Oui, tout se tient, alors évidemment, mais encore une fois, le développement économique d'un certain nombre de régions a aussi été rendu possible par une politique d'infrastructure et par une politique de développement. On sait qu'on paye aussi pour partie ce qui fait l'histoire politique et administrative française, c'est-à-dire la centralisation parisienne. Bon, voilà, on a toujours eu un petit sujet là-dessus. Mais encore une fois, quand même, au cours des 20 ou 30 dernières années, sur la question de la régionalisation des compétences ferroviaires et du développement du trafic, on a progressé. Ce qui ne veut pas dire que tout fonctionne bien, au contraire. Rachel. Tout à fait. Et là, on parle du train. On pourrait parler de manière générale des transports en commun, parce qu'il y a des zones qui sont quand même des espèces de no man's land des transports en commun et qui rendent, comme vous l'avez dit, très difficile le développement de ces régions. Vous avez en effet ces grandes métropoles particulièrement denses, avec une densification très forte de transports en commun, et puis d'autres zones où, honnêtement, si vous n'avez pas la voiture, eh bien, en réalité, trouver un emploi et le garder est quasiment impossible. C'est d'autant plus important que nous avons à repenser nos politiques de mobilité pour les enjeux écologiques. Et Mathieu, vous parliez des conséquences électorales. Est-ce que tout ça nourrit le vote en faveur du Rassemblement national? Incontestablement, en tout cas, c'est tout à fait documenté désormais par les professionnels de la science politique. On sait que le ressentiment, qui est désormais un levier électoral extrêmement puissant, il se fonde aussi sur... Alors, soit encore une fois un sentiment de relégation, qui parfois encore une fois relève avant tout du ressenti, un sentiment de relégation, mais aussi un accès à certains services publics rendu beaucoup plus difficile qu'hier. Enfin, on pointe souvent la fermeture des bureaux de poste. Je fais souvent ce parallèle. Il y a aujourd'hui en France effectivement moins de bureaux de poste que d'EHPAD. Donc on a le sentiment quand un bureau de poste ferme que le service public recule, mais enfin bien souvent dans la même commune, j'exagère un peu, mais on ouvre un EHPAD. Donc vous voyez, en fait c'est aussi une carte des services publics qui est considérablement rebattue. On a fait évoluer la carte hospitalière, on a fait évoluer la carte judiciaire, donc il y a des services publics qui donnent le sentiment de fermer et desquels on s'éloigne physiquement, mais attention, il y a aussi d'autres services publics nouveaux, parfois gérés d'ailleurs par des structures privées, mais peu importe en réalité, d'autres services publics qui ouvrent. Voilà, c'est une carte qui se redistribue avec parfois le sentiment que des services publics ouvrent, on ne les voit pas, mais que des services publics ferment et que ça, précisément, on en pâtit. C'est un accélérateur de vote RN? C'est un accélérateur de vote RN. En effet, on a une documentation assez claire là-dessus, avec certains territoires qui se meurent. Les élus locaux, les maires notamment, vous disent à quel point il est important de dynamiser leur ville pour ne pas notamment perdre d'habitants. Et on le voit à travers plusieurs choses. Alors il y a bien sûr la question des transports en commun, des écoles, les classes qui ferment, la possibilité de maintenir bien sûr des commerces. Tout ça crée en effet un sentiment de déclassement qui n'est bien sûr parfois pas qu'un sentiment et l'impression d'être oublié par Paris, mais plus largement aussi par ces grandes métropoles qui, elles, vivent plutôt bien, qui gagnent en habitants. Je pense par exemple à Toulouse, on est, je crois, 8000 habitants chaque année en plus, ce qui est énorme. Alors vous me direz, Paris perd des habitants, mais pour d'autres raisons. Et des territoires, en effet, mais qui peinent à vivre avec ensuite une densification extrêmement importante dans ces grandes métropoles et dans d'autres territoires, des espèces de vides. On va passer au sujet de la dette et un constat alarmant et pas de solution. François Bayrou a alerté hier sur le piège dangereux de la dette, mais il remet à plus tard les pistes concrètes d'économie. On voit ça avec Antoine Joubeau.
Seule la confrontation les yeux ouverts avec la vérité de notre situation peut soutenir une action déterminée. C'est sur ces mots que François Bayrou commence son état des finances publiques. Le Premier ministre évoque d'abord le contexte international avec l'Ukraine et la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Autre point, la productivité. Le chef du gouvernement pointe un retard de la France face à l'Allemagne. Nous ne produisons pas assez et nous ne travaillons pas assez. Le taux d'emploi des jeunes Français est beaucoup plus faible que chez nos voisins européens et le taux d'emploi des seniors est aussi plus faible que chez nos voisins européens. Peu d'annonces au final, hormis un effort supplémentaire de 3 milliards d'euros pour soutenir la défense. Il assure également que les impôts n'augmenteront pas l'an prochain. C'est notre pays qui, au bout du compte, en souffrirait parce que c'est devenu une loi presque universelle. Plus l'impôt est lourd, plus les contribuables se dérobent et moins les investisseurs s'engagent. Le soir même, invitée du 20h de France 2, la ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin, annonce un moyen supplémentaire pour faire des économies, renforcer la lutte contre les fraudeurs fiscaux. Moi, je ne veux qu'on continue d'encaisser de l'argent parce que c'est de l'argent qui est volé aux Français. Les honnêtes gens qui payent leurs impôts n'ont pas envie que ça parte à l'autre bout du monde. Et donc, l'objectif pour 2026, c'est qu'on encaisse 15 milliards, c'est-à-dire 2 milliards de plus. Parce que pour moi, c'est une manière, vous voyez, de résoudre les enjeux de déficit sans augmenter les impôts pour que les honnêtes gens n'aient pas à payer pour les criminels et les fraudeurs. Les grandes orientations et choix pour le budget 2026 sont attendus avant le 14 juillet. Il a alerté donc sur le piège de la dette, mais il n'y a pas eu de piste d'économie. Est-ce qu'il temporise de peur de froisser une partie et de sa majorité et du Parti socialiste ? En effet, il donne le sentiment de sonner la fin de la récréation, mais on ne sait pas exactement à quelle sauce nous allons être mangés. Oui, c'est une manière en fait de préparer et d'expliquer, bien sûr, à travers ce récit, ce narratif, que on ne pourra pas échapper. C'est le seul destin possible, le seul avenir possible, le seul horizon justement. C'est de se serrer la ceinture, de faire des économies, sans être en effet très précis en fait sur les modalités, sur la forme que ça pourrait prendre. C'est aussi une manière de tester un petit peu l'opinion, de voir comment ça réagit. L'opinion est bien sûr les parlementaires, de voir un petit peu ce qui peut se dessiner, mais on reste dans une espèce de flou, c'est-à-dire que on n'apprend pas grand-chose. Ce qui nous a été raconté hier, c'est ce qu'on entend quand même depuis maintenant plusieurs années. La question, c'est très bien, quelle forme cela prend ? Sur quoi on se focalise ? Les fonctionnaires, pas les fonctionnaires ? Concrètement, comment ça se matérialise ? Et là, force est de constater qu'on n'a pas de réponse. Mathieu. Si on était un peu taquin avec François Bayrou, qui ne cesse de rappeler qu'il a été un des premiers à alerter sur cette question de la dette depuis une vingtaine d'années, on pourrait s'étonner qu'alertant depuis une vingtaine d'années, il n'ait pas en 20 ans réussi à mettre sur la table ne serait-ce qu'une proposition concrète en la matière. Donc en tout état de cause, là, il a presque l'obligation de passer aux travaux pratiques. Donc on va voir dans quelle mesure sa créativité et son habileté vont pouvoir s'exprimer en fait sur ce sujet-là. Je note que dans son discours, non seulement il n'y avait rien de concret, mais en revanche, la tonalité qu'il a cherché à donner à son diagnostic, à son analyse de la situation, relève d'une forme de tare française. Je crois qu'il a même employé le terme de pathologie française, de la dette comme pathologie française. Et ça, pour le coup, dans la bouche d'un responsable politique aguerri et qui prétend avoir une forme de culture, je suis étonné. Alors, il y a effectivement une spécificité française. Je pense que la première des pathologies françaises, c'est de considérer que nous avons en permanence en France une somme de pathologies. Parce que précisément, en fait, s'il y a une spécificité française autour de cette question de la dette et qui veut que depuis 50 ans, nous sommes infoutus d'adopter un budget en équilibre. Mais encore une fois, si ça fait 50 ans, c'est pas parce qu'il y a un laxisme culturel prégnant en fait dans l'opinion et la classe politique française ou une incompétence ou une incapacité de nos élites, c'est parce que précisément en France, il y a une place de la puissance publique tout à fait inédite. La puissance publique se mêle de tout, c'est dans notre histoire, et pas seulement la puissance publique, une puissance publique centralisée. Donc chez nos voisins, il y a moins d'interventionnisme public, et l'interventionnisme public ne se fait pas au niveau étatique ou pas uniquement au niveau étatique. Et donc à partir du moment où chez nous, les besoins sociaux, les besoins collectifs ont effectivement explosé au cours des dernières décennies, et que c'est l'État qui est en première ligne pour tenter de répondre à l'ensemble de ces besoins, voilà, et on a un déficit que je qualifierais presque de structurel
structurelle. On ne sait pas en réalité faire face budgétairement à l'ensemble des besoins sociaux et de leur explosion. On parlait à l'instant des transports, en fait, on pourrait tout égrener. On veut la meilleure école pour nos gamins, on veut le meilleur hôpital pour se faire soigner, on veut les meilleurs EHPAD pour nos parents, on veut les meilleurs trains pour circuler au quotidien, et tout cela coûte très cher. Et enfin, encore une fois, face à tout cela, c'est l'État qui est en première ligne. Et donc on a des besoins qui ont explosé et on a des ressources qui ne peuvent pas augmenter à échelle parce que dans un monde ouvert, la pression fiscale, on ne la maîtrise pas exactement comme on veut. En tout cas, elle ne peut pas augmenter continuellement et au même rythme que les besoins collectifs. Donc se pose de toute façon la question de savoir comment nous pouvons à terme financer tout ça. Parce qu'encore une fois, ces besoins collectifs, ils correspondent à une réalité sociale tout à fait réelle, quoi. Ouais, et du coup, puisque vous parlez de pression fiscale, il y a un débat. Est-ce qu'il faut, oui ou non, augmenter les impôts? Emmanuel Macron et Éric Lombard disent non. Et puis, il y en a certains, la gauche, les syndicats, qui disent si, il faut une fiscalité plus juste et notamment faire contribuer les plus riches encore plus. C'est l'éternel débat, équation, et puis à quel seuil en réalité? Parce que augmenter les impôts, chaque fois, c'est à quel niveau? Qui commence justement à faire partie de ces cotisants plus? Mais c'est en effet une espèce de marronnier, mais il y a un autre sujet, selon moi, qui devrait en être un, et que les politiques évitent soigneusement de gauche comme de droite, parce que quelque part, ils ont une part de responsabilité, et que ça met mal à l'aise tout le monde. C'est une équation que peu parviennent à résoudre. C'est en fait, et c'est ça qu'on paye aujourd'hui, c'est la désindustrialisation. C'est 1983. C'est Mitterrand avec ce rêve européen, ce tournant où on décide que finalement, la France, plutôt que de développer son industrie ou de la préserver, va se tourner vers les services. Et on se rend compte aujourd'hui que finalement, ça ne marche pas si bien que ça. Entre 1995 et 2015, on perd la moitié de nos usines. C'est 2 millions d'ouvriers en moins. Alors, certes, vous me direz, on n'est pas les seuls confrontés à ce phénomène-là. L'Allemagne, dans une autre mesure, vit aussi cette espèce de concurrence extrêmement forte, une forme de désindustrialisation à partir du moment où on a ouvert à la concurrence, de manière extrêmement forte, avec la Chine, etc. Mais en France, une partie aussi de notre dette, une partie de notre situation économique et financière s'explique par cette désindustrialisation. Et dans le discours là qu'on a vu hier, avec peu de mesures, mais on a bien compris, on se fait un peu taper sur les doigts, on n'est pas les bons élèves, on nous explique pas comment on remet le cap, quelle vision en fait, quelle vision pour remonter. Il fait tout un chapitre là-dessus précisément sur ce déséquilibre commercial, déséquilibre industriel. Tout le début de son discours, c'est ça. Mais effectivement, il n'y a pas de remède, on ne sait pas pourquoi. Mais sans remède et sans revenir à l'espèce de péché originel, je dirais. Alors on a bien compris, tout le monde est d'accord. Oui, il fait le diagnostic, on est à peu près tous d'accord. Mais comment on fait? Quelle vision à moyen et long terme? Et là, on a l'impression que c'est un espèce de bricolage. Alors peut-être que je me trompe, on verra quelles sont les mesures annoncées. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être difficile, eu égard à l'ampleur de la dette, de remonter simplement le cap, de sortir la tête de l'eau, simplement avec une hausse des impôts. Un dernier mot, Mathieu, là-dessus. Les services, c'est pas toujours un problème parce que les services, c'est de l'hôtellerie, c'est de la restauration, c'est du tourisme, c'est plein de choses qui ne se délocalisent pas. Bien sûr. Donc c'est pas forcément un problème. Non, si j'étais taquin une nouvelle fois, en fait, on pointe souvent la situation américaine. Rappelons encore une fois que nous sommes effectivement endettés et même très endettés, mais que d'autres grands pays développés le sont encore davantage que nous. C'est le cas précisément des États-Unis, auxquels on reproche d'avoir fait du surendettement pour faire des baisses d'impôts. J'observe quand même que depuis 2017, nous avons massivement baissé les impôts. En réalité, nous avons organisé un double transfert. Un transfert qui va des ménages vers les entreprises et par ailleurs un transfert qui va des ménages les moins favorisés vers les ménages les plus favorisés, au nom, encore une fois, d'une attractivité économique. Et ça, précisément, ça se défend, c'est la politique de l'offre. Et d'ailleurs, en matière de chiffres du chômage, ça a plutôt produit des effets. Mais c'est ça qu'on a financé, et c'est ça qu'on a financé précisément, en fait, en faisant de la dette. Nous n'avions pas tout à fait les moyens de financer cette politique. Et du coup, nous nous retrouvons dans une situation budgétaire absolument inédite, parce que, même si, comme je le disais tout à l'heure, ça fait 50 ans qu'on est infoutu d'adopter un budget en équilibre, le déficit là atteint précisément en fait des sommets qu'on n'a jamais connus, sauf crise très exceptionnelle, parce qu'on n'a pas réussi à serrer le frein à main après le Covid. Au moment du Covid, nous avons été particulièrement généreux. Donc au déficit structurel que j'évoquais tout à l'heure, s'est ajouté un déficit conjoncturel. Nous avons été plutôt plus généreux que les autres, et à la différence des autres, nous n'avons pas réussi à arrêter. Mais pour une raison très simple aussi, c'est que le Covid a été une forme d'heure de vérité. Nous avons à ce moment-là observé que nos grands services publics à la française, qui faisaient hier notre fierté, étaient en réalité totalement désarmés,
totalement dépourvus de moyens. Et on a commencé par l'hôpital avec le Ségur de la santé. On s'est rendu compte que notre école était déclassée dans tous les palmarès internationaux, que la justice manquait de moyens. Donc on a mis des moyens partout. Et en réalité, au moment où on aurait dû serrer le frein à main, on a augmenté les dépenses publiques un peu partout. Et on se retrouve avec un déficit de 5 points qu'on ne sait pas en réalité résorber. C'est une blague, les 40 milliards qu'on cherche. Personne n'a été capable de faire de telles économies et il n'y a aucune raison que François Bayrou y arrive davantage que les autres, surtout avec l'équation politique qui est la sienne au Parlement. Belle perspective, Mathieu. Alors, on va passer à un autre sujet. Mais on va s'en sortir, ça va bien se passer, comme dirait l'autre. C'est l'escalade de tensions entre la France et l'Algérie. Steve, entre Paris et Alger, c'est reparti pour un tour. Oui, il y a eu un bref moment de répit, symbolisé par une image, on va la voir. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, en visite il y a 10 jours à Alger. Le chef de la diplomatie française y a rencontré le président Tebboune afin de relancer une coopération bilatérale très mal en point après plusieurs mois de brouille. Le mot d'ordre était simple, apaisement, apaisement, apaisement. On y a cru au Quai d'Orsay, mais patatras, la crise a donc rebondi dimanche avec l'annonce par Alger de l'expulsion de 12 fonctionnaires français du ministère de l'Intérieur. Il s'agit de 12 agents de l'ambassade de France sous statut diplomatique. Ils ont quitté Alger hier, direction Paris. Pourquoi cette décision ? Dans un communiqué publié lundi soir, Alger donne ses explications. L'expulsion intervient après, je cite, l'arrestation spectaculaire et ostentatoire sur la voie publique par les services sous tutelle du ministère de l'Intérieur français d'un agent consulaire algérien. Vendredi dernier, en effet, une personne soupçonnée d'être impliquée dans une affaire d'enlèvement d'un opposant au régime a été arrêtée sur le sol français. Et selon les autorités algériennes, Bruno Retailleau porte la responsabilité entière de ce regain de tension. L'Algérie tient à rappeler que cet acte indigne est la conséquence de l'attitude négative, affligeante et constante du ministre de l'Intérieur français vis-à-vis de l'Algérie. Fin de citation. Voilà, Oriane, l'explication du ministère des Affaires étrangères algérien. Et dans la soirée, la France a répliqué. En représailles, l'Élysée a annoncé l'expulsion de 12 agents diplomatiques algériens et le rappel pour consultation de l'ambassadeur de France en Algérie. On va voir le communiqué publié hier. Les autorités algériennes prennent la responsabilité d'une dégradation brutale des relations bilatérales. La France défendra ses intérêts et continuera d'exiger de l'Algérie qu'elle respecte pleinement ses obligations, s'agissant tout particulièrement de notre sécurité nationale et de la coopération en matière migratoire. Réaction également de Bruno Retailleau hier soir qui a défendu évidemment la décision française. On va l'écouter. Cette réponse me paraît totalement appropriée. C'est en règle générale d'ailleurs dans les relations internationales le calibrage des ripostes. Il y avait 12 personnes françaises qui d'ailleurs dépendent de mon ministère, policiers, gendarmes qui avaient été déclarés persona non grata. Et donc c'est 1 pour 1, ce sera 12, notamment algériens, qui devront partir très rapidement en Algérie. Ces nouveaux rebondissements donnent de l'eau au moulin des partisans de la méthode forte avec Alger. Selon une partie de la droite et du RN, la négociation et l'apaisement ne déboucheront sur rien. Une manière aussi peut-être d'atteindre Emmanuel Macron qui a souhaité calmer le jeu ces dernières semaines sur ce dossier, Oriane. Merci Steve. Est-ce que ça valide la méthode Retailleau ? C'est le réel qui arrive en plein fouet. Mais en réalité, je pense que personne, enfin j'aime à le croire, au Quai d'Orsay n'imaginait un instant que la coopération bilatérale était enclenchée. Dans coopération bilatérale, il y a bilatéral quand même. Quand Jean-Noël Barrot repart de son voyage à Alger, il n'a rien dans sa valise. Il n'a pas une date pour la libération de Boualem Sansal, qui aujourd'hui marque d'ailleurs ses 5 mois détenu de manière arbitraire en Algérie. Il ne revient pas avec une réponse quant aux ressortissants algériens sous le coup d'une mesure d'éloignement qu'Alger refuse de reprendre alors même qu'ils sont documentés. Et il ne revient pas non plus avec un ambassadeur. N'oublions pas que depuis juillet dernier, l'ambassadeur d'Algérie en France a été rappelé et qu'on n'en a toujours pas. Donc, en réalité, il n'y avait aucune forme de... D'ailleurs, petit détail, mais qui dit quelque chose. Apparemment, Jean-Noël Barrot n'a même pas été accueilli à l'aéroport par les dirigeants, les autorités algériennes. On a bien compris que, de toute façon, l'Algérie n'était pas prête à une relation, n'était pas prête à saisir la main tendue. Donc, s'il y a, pour résoudre cette escalade et cette crise. En réalité, s'il y a la volonté, il y a les moyens, parce que des moyens, la France en dispose. Ensuite, reste à savoir si l'Élysée souhaite ou pas les actionner. Toujours est-il que, vous l'avez dit,
l'Élysée semble comprendre que le bras de fer, en réalité, s'impose puisque l'Algérie n'est pas prête de toute façon à une désescalade, n'a envoyé aucun signal, n'a saisi aucune main tendue. Et plus que la ligne LR, RN, etc., c'est tout simplement la ligne du bon sens qui s'impose. Et j'ajoute, je finirai là-dessus, que parce que très souvent l'erreur est faite, cette crise est bien antérieure à la question du Sahara et de la reconnaissance. Même avant, Tebboune à plusieurs reprises annulé ses visites en France, alors même que Macron y était allé, alors même que le gouvernement Borne s'y était rendu, etc. Donc là, en effet, on acte en réalité une situation qui est entérinée depuis bien longtemps. Mathieu ? C'est une relation diplomatique compliquée depuis toujours, parce que précisément c'est une histoire compliquée qui lie nos deux pays. Rachel a raison, ça ne date pas d'aujourd'hui, même si encore une fois les affaires du Sahara occidental ont l'année dernière quand même amplifié les difficultés, donc ça fait 1 an que ça patouille. Et là, effectivement, il y a un rapport de force qui s'est durci. Alors, on espérait quand même qu'il y ait une voie d'apaisement qui puisse produire des effets. On s'est trompé, ou en tout cas, les tentatives de ces 15 derniers jours n'ont pas opéré. Je note quand même que, sans doute, y a-t-il eu un peu de politique intérieure qui est venu percuter ces affaires diplomatiques. De la part de Bruno Retailleau ? Oui, en tout cas, j'en veux pour preuve le fait que les autorités algériennes ciblent explicitement en fait Bruno Retailleau en dégageant la douzaine de fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Ils ont dit que c'était en réalité Bruno Retailleau qu'ils ciblaient. Dernier élément, en fait, sur la question de savoir ce qui est le plus efficace en matière de relations internationales, la diplomatie, la voie de la coopération ou le rapport de force. Les diplomates plaident depuis toujours effectivement pour une forme de coopération. Et je note que, globalement, en fait, un processus de civilisation ou une civilisation qui progresse, c'est une civilisation qui donne davantage de place à l'esprit de coopération et un peu moins au rapport de force brutale. On voit ce que le rapport de force brutale en matière de politique internationale, ça donne quand on regarde ce qui se passe dans l'Amérique de Donald Trump et on voit aussi les résultats que ça peut produire. Vous voulez répondre ? Oui, on est loin là de la sauce Donald Trump en France et force est de constater que le raidissement est très fort. Plus en réalité la France se montre quasiment faible, hein. On peut parler de faiblesse à partir du moment où elle ne demande pas de réciprocité, plus en réalité le régime d'Alger en profite. Quant à Bruno Retailleau, attention à ne pas tomber quand même dans le discours, je ne dis pas du tout que Mathieu le fait, mais attention de ne pas tomber dans le discours et dans les éléments de langage du régime de Tebboune. Il n'y a pas le gouvernement français et puis Retailleau à côté. Retailleau en fait partie. Et dans son communiqué, l'Algérie, les autorités algériennes du moins, font mine de ne pas reconnaître qu'en France, il y a une séparation des pouvoirs et que l'enquête judiciaire qui a déclenché en fait l'expulsion en réalité des 12 fonctionnaires français, c'est une enquête indépendante qui est lancée depuis plusieurs mois déjà et que l'autorité judiciaire est séparée du politique en France. Un mot très rapidement, on va écouter le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui a réagi ce matin aux attaques qui ont eu lieu encore cette nuit contre des prisons et des agents de la pénitentiaire. Il y a manifestement, on voit bien, des gens qui essaient de déstabiliser l'État en l'intimidant. Pourquoi le font-ils ? C'est très intéressant. Ils le font parce que nous prenons des mesures contre le laxisme qui existait peut-être jusqu'à présent dans les prisons, qui a mené notre pays à des difficultés extrêmement graves, des réseaux de drogue qui continuent à partir des cellules carcérales, on commande des assassinats, c'est une intimidation grave et on essaye de voir si l'État va reculer. C'est ça qui se passe. Je pense qu'il faut prendre les choses avec beaucoup de fermeté, beaucoup de calme et beaucoup de détermination. Très rapidement, Rachel, vous y voyez des mesures de rétorsion face à la fermeté du gouvernement et du Parlement sur le narcotrafic ? Alors cela ressemble à ça. Ensuite, l'enquête est en cours, mais en effet, c'est plutôt similaire avec ce que l'on voit dans certains quartiers lorsque les policiers, les enquêteurs démantèlent des points de deal. Il y a ce type de mesures de rétorsion, enfin qui peuvent prendre ces formes-là à ces moments-là. Et puis j'aurais rapidement, mais une pensée quand même pour le personnel pénitentiaire qui doit vivre des jours extrêmement compliqué, 1 an après l'évasion et les 2 morts, si je ne me trompe pas, du côté des surveillants, pression extrêmement dure en ce moment qu'ils vivent.
Très rapidement, Mathieu. Je n'ai pas d'avis sur l'affaire en question, qui ne fait que débuter. Je note juste que Gérald Darmanin parle du laxisme dans les prisons. Je note que nous sommes quand même à une époque où nous n'avons jamais autant condamné qu'aujourd'hui. Enfin, chaque année, nous prononçons un nombre de peines supérieur à ce qu'il n'a jamais été, avec une sévérité qu'on n'a jamais connue, et nous n'avons jamais autant emprisonné qu'aujourd'hui. Donc je ne sais pas où est le laxisme dans la société française. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous. On reparle de tous ces sujets tout de suite dans la presse régionale. Steve, à la une, François Bayrou et la dette. Bayrou se creuse la dette, titre par exemple Libération Champagne. Le Premier ministre organisait hier son comité d'alerte sur le budget pour expliquer qu'il faut réduire les dépenses sans toucher à l'impôt. François Bayrou a alerté sur les risques de piège de la dette qui menacent selon lui la survie de notre pays tout en promettant des réponses d'ici le 14 juillet. Libération Champagne parle d'une grande opération de communication. Les prisons prises pour cible. Plusieurs établissements pénitentiaires effectivement ont été visés depuis le week-end par des attaques. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, étant une de Var Matin. Il s'est rendu hier après-midi au centre pénitentiaire de Toulon, touché par des tirs à l'arme automatique. Il a soutenu les agents. On ne cédera rien, a martelé le garde des Sceaux. Le parquet national antiterroriste a annoncé se saisir de l'enquête. Un département sombre dans le chaos. La Charente n'a pas réussi à voter son budget 2025. Hier, opposants et dissidents ont boycotté le vote. C'est une situation complètement inédite sur laquelle revient Charente Libre. Le conseil départemental est mis sous tutelle préfectorale à partir d'aujourd'hui. La Chambre régionale des comptes a désormais un mois pour élaborer un nouveau projet de budget et le transmettre au préfet qui aura pour mission de l'exécuter. Situation extrêmement rare pour une collectivité de cette taille. Les chikungunya en métropole, pas facile à dire. Plus de 27 000 cas de chikungunya déjà recensés à La Réunion depuis le début de l'année 2025. Le risque de voir émerger des foyers infectieux en métropole grandit. Midi Libre fait un point. Les scientifiques prévoient une envolée des contaminations en Occitanie. Pas de situation épidémique telle que la connaît actuellement La Réunion, mais une vigilance renforcée préconisée par les autorités. Vos petits conseils muguet pour terminer. Petit conseil muguet, le 1er mai approche. Le muguet commence à s'épanouir dans nos forêts, Oriane, explique le journal L'Union, qui nous rappelle que la fleur fait l'objet d'une réglementation particulière. Savez-vous que vous n'avez pas le droit de prélever autant de fleurs de muguet que vous le souhaitez? Les autorités rappellent que la cueillette est tolérée mais doit être raisonnée, soit l'équivalent de 10 à 15 tiges par personne. On en apprend tous les jours, Oriane. Ouais, vous m'offrirez une tige du coup. Une tige, non, plus j'ai le droit jusqu'à 10 à 15. Merci, il faut partager. Merci beaucoup. Merci Steve. Merci beaucoup Mathieu Souquier. Merci. Le livre pour Boualem Sansal, Rachel. Tout à fait, livre pour Boualem Sansal qui s'affiche, livre collectif qui est actuellement en vente avec des collaborations, des contributions très différentes de Eva Illouz à Alain Finkielkraut en passant par Pascal Bruckner. Merci beaucoup d'en avoir parlé, la une de Marianne. Achetez jusqu'à aujourd'hui en kiosque. Plan B ou plan B? C'est à la une de votre hebdomadaire avec Jordan Bardella. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sciences Publiques. On se retrouve demain.